Donc, on va enchaîner par le symposium, l'EDINA, sur le lait de croissance, luxe ou nécessité. Et donc, on aura l'honneur d'écouter deux éminents intervenants, professeur Khida et professeur Jourdan. Donc, on commence par le professeur Khida. Donc, je n'ai pas besoin de le présenter. Et donc, vous avez la parole, M. Khida. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs. Tout d'abord, je tiens à remercier les laboratoires Blidena de nous avoir donné cette occasion pour répondre à une question qui n'est pas facile. Donc, le lait de croissance, est-ce que c'est un luxe ou nécessité? Donc, c'est un symposium sponsorisé par les laboratoires Blidena. Je dois rappeler au départ les deux enjeux majeurs de l'alimentation de nourrissons et de jeunes enfants. Il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de couvrir les besoins nutritionnels, donc les différents nutriments, et en particulier certains micronutriments, à savoir le fer, le zinc, la vitamine D, dont on a parlé tout à l'heure, et les acides gras essentiels. Le deuxième enjeu de la nutrition, plus de ce premier, c'est de couvrir les besoins nutritionnels, c'est de maintenir une bonne santé digestive parce que c'est elle qui est responsable d'une bonne santé globale. Et là où le rôle de microbiote, un microbiote intestinal, il est crucial. Donc on aura deux parties dans ce symposium. La première que je vais traiter, je vais essayer de vous présenter le rationnel de choix de lait chez l'enfant au-delà de 1 an. Et puis la deuxième partie, c'est comment maintenir une bonne santé digestive et comment le faire. Tout d'abord, quelques rappels et quelques principes en nutrition infantile. C'est très important, je crois que c'est l'élément important dans ce topo-là. C'est de rappeler, on est tous des pédiatres, que le lait maternel, c'est le meilleur aliment pour le nourrisson. Le breast is the best. Et rappeler quand même la diversification alimentaire, c'est une période qui est cruciale, qui est très importante chez le nourrisson, et de rappeler l'intérêt et l'importance des 1000 premiers jours comme fenêtre d'opportunité de la nutrition pour une santé future optimale. Et vous savez tous qu'en matière de nutrition, il y a des tranches d'âge, parce que les recommandations diffèrent. Il y a le premier semestre, le deuxième, et au-delà de 1 an. Et là, donc, c'est une période de transition qu'il faut prendre en considération, une transition d'une alimentation infantile à une alimentation familiale, c'est-à-dire au-delà de 1 an. Donc, on commence à proposer des plats familiaux pour le nourrisson. Est-ce que c'est adapté ou pas? Donc la question qu'on se pose au-delà de 1 an, c'est peut-être le consensus chez le bébé de 0 à 12 mois, donc une alimentation infantile, c'est bien sûr, soit c'est le lait maternel, sinon c'est les préparations lactées adaptées, c'est consensuel. Au-delà de 1 an, on se pose des questions. Peut-être, je ne sais pas, dans la salle, est-ce que vous recommander d'emblée le lait de croissance ou bien pour vous c'est un luxe donc c'est la question qu'on se pose. Et pour répondre à cette question, il faut donner de l'importance aux besoins nutritionnels qui sont spécifiques chez l'enfant, chez le nourrisson au-delà de 1 an. C'est très important, il ne faut pas oublier cette notion-là. Et en matière de nutrition infantile, les études sont très difficiles. Donc c'est très difficile de randomiser, c'est très difficile. Il y a quand même des avis d'éthique parfois défavorables à les avis de certaines études. Et la majorité des études qui sont faites, c'est des états des lieux qui essayent de constater et de faire des études observationnelles pour comparer, c'est-à-dire cette population avec une alimentation donnée avec une autre population. Donc, et dans ces études d'état des lieux, souvent on constate des écarts importants entre les apports nutritionnels apportés par l'alimentation et les apports recommandés recommandés. Donc la question qu'on se pose, quelles seraient les solutions optimales pour une nutrition optimale pour un enfant âgé de plus de 1 an? Donc un enfant de 1 à 3 ans, donc il faut rappeler toujours que les besoins nutritionnels sont spécifiques.
c'est vrai, on donne beaucoup de l'importance aux nourrissons, mais au-delà, donc, il y a quand même, ça persiste, ce besoin donc, spécifique, il est là, parce que la croissance, on va le voir, elle est toujours là, et c'est une période de transition, donc il faut faire attention aux aliments qu'on présente à cet enfant-là. Donc là, je vous ai mis donc, la courbe de croissance au cours des premiers 1000 jours. Vous voyez, c'est que la croissance, elle est toujours importante. C'est un an, au-delà d'un an, donc elle est là. Donc les besoins spécifiques, ils sont très importants à prendre en considération. Également, c'est une période cruciale pour le développement et la maturation des différents organes donc, et des systèmes. Donc, vous avez ici le thymus, le cerveau, le foie, donc, et on s'intéresse, donc au-delà d'un an, vous voyez là la vitesse de croissance qui est toujours importante. Les besoins nutritionnels sont encore supérieurs à ceux de l'adulte. Il faut rappeler que l'enfant ne doit pas être considéré comme un adulte en miniature. Donc, comme l'a dit Robert Debré, l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais c'est un adulte en devenir. Et vous voyez ici un petit peu les besoins nutritionnels supplémentaires d'un enfant à 1 an comparativement à un adulte de 70 kg. Donc, si vous voyez, si vous regardez un petit peu le fer, les besoins, c'est 6 fois plus. La vitamine D, c'est 15 fois plus. Et ainsi de suite. Donc, c'est des besoins qui sont très importants à cette période d'âge. Et l'alimentation solide seule, parce qu'elle est déjà diversifiée, n'arrive pas à répondre à ces besoins-là. Donc, c'est l'enjeu majeur. Donc, surtout pour le fer, la vitamine D, les acides gras essentiels. Donc, on va s'intéresser au fer. Le fer, comme vous le savez, c'est juste un rappel, c'est un oligo-élément indispensable à la bonne santé de l'enfant, donc pour le développement cognitif, pour le développement du système immunitaire et pour une croissance optimale. Et vous avez ici les besoins, donc en fonction des tranches d'âge. Donc le premier semestre, le deuxième semestre et au-delà de 1 an. Donc les besoins moyens de fer ingéré, c'est 5,1 mg par jour et les besoins recommandés en fer absorbé, 0,7. Donc on va retenir ce chiffre-là parce qu'on aura besoin. La carence martiale, elle est très importante à l'échelle mondiale. Et vous avez ici, au niveau de l'Afrique, donc vous avez ici le bleu foncé, c'est au-delà de 40, et les pays de Nord-Afrique, c'est autour de 20 à 40%. Et malgré les stratégies qui ont été faites pour améliorer cette situation avec des fortifications, etc., donc depuis les années 1990-2016, les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc, il faut chercher d'autres solutions optimales pour faire face à cette carence martiale chez les enfants de moins de 5 ans. Et dans l'enquête dont a parlé Mme Aziza Erfouri tout à l'heure, vous avez ici le chiffre de 31% des enfants de moins de 5 ans donc, souffrent d'une carence martiale. Donc, même c'est un chiffre qui est très important chez nous. Et sans oublier les conséquences cliniques à court et à long terme d'une carence en fer sur la croissance et le développement, donc dont on a parlé tout à l'heure, l'altération de développement cérébral et psychomoteur de l'enfant et l'altération des fonctions immunitaires, puisque le fer il est très important à tous ces niveaux-là. Sans oublier également peut-être le rôle de la carence martiale dans les échecs scolaires. Il y a des études observationnelles qui ont été faites, c'est des études type cas témoins pour voir un petit peu le rendement scolaire en fonction de leur statut martial. Donc c'est des éléments très importants à prendre en considération. Et au-delà des conséquences cliniques de la carence en fer, il y a un impact économique non négligeable. Donc, dans les politiques des stratégies de lutte, donc c'est des budgets et la diminution de la capacité productive de la population par la suite, avec tout cet impact de la carence martiale sur le développement cognitif, etc. Ça, c'était pour le fer. Par rapport à la vitamine D, tout à l'heure, il y avait toute une discussion sur la vitamine D. C'est un nutriment, c'est une hormone plus qu'une vitamine. C'est un nutriment indispensable à la bonne santé de jeunes enfants
cette plaque juste pour vous rappeler un petit peu des besoins importants. Donc ça, au cours de la première année, c'est 10 microgrammes par jour, et un an, au-delà de 1 an, c'est 15 microgrammes par jour. Donc, et vous savez que les deux sources possibles pour couvrir ces besoins, c'est l'exposition au soleil, mais avec l'état d'urbanisme, etc., donc c'est une entrave. Et la consommation d'aliments sources de vitamine D, donc il faut les connaître, il faut les introduire dans l'alimentation. Pour répondre à ces besoins en vitamine D, donc c'est toujours très difficile de le faire de façon facile, donc c'est pourquoi on essaie d'avoir des préparations enrichies de la vitamine D. Donc pour faire face un petit peu à ce constat-là, donc les besoins et l'état des lieux, donc quelles recommandations qu'on peut faire pour une couverture optimale des besoins nutritionnels? Il faut rappeler que le lait maternel, et en cas de l'impossibilité de cet allaitement maternel, les laits infantiles restent la base de l'alimentation jusqu'à 2 ans. Parce qu'entre 1 et 2 ans, 40% des besoins énergétiques doivent être couverts par le lait maternel ou par un lait infantile. Et c'est le seul aliment qui garantit une nutrition optimale pour une croissance et un développement des nourrissons et des jeunes enfants, donc optimal. Et vous avez ici un petit peu l'apport énergétique en fonction de l'alimentation. Donc si le bébé est allaité, bien sûr, donc le lait maternel, donc les 2 premières années, c'est la meilleure solution. Sinon, vous avez ici un petit peu les recommandations. Premier âge, donc le premier semestre, deuxième âge, et puis au-delà, c'est un lait de croissance peut donc donc ça peut constituer une solution optimale. Pourquoi? Parce que le lait de croissance, la teneur en protéines, elle est adaptée, il est riche en acides gras essentiels et surtout il est fortifié par les oligo-éléments dont on a parlé, essentiellement le fer et la vitamine D pour répondre à ces besoins spécifiques. J'ai essayé de voir un petit peu les recommandations des différentes sociétés savantes, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils le recommandent. Donc j'ai trouvé les recommandations de la société belge, puis la société espagnole, société pédiatrique espagnole, italienne. Ils ont essayé de comparer donc, le lait de vache entier et le lait de croissance, et puis ils recommandent à 1 degré, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à trancher. Ils disent que le lait de croissance, il est optimal, mais sans une recommandation forte. Et il y a une étude qui a essayé de répondre à cette question. Donc, quel lait faut-il proposer au cours de la 2e année de vie, donc pour un choix personnalisé d'une santé future. Donc, ils ont essayé de comparer le lait de croissance, le lait de vache entier, est-ce qu'il répond aux besoins spécifiques ou pas, et la conclusion, je vais la laisser en dernier, en disant qu'il est plus recommandé, donc le lait de croissance est plus recommandé qu'un lait de vache entier. Donc, et les sociétés savantes européennes, en particulier la Société française de pédiatrie, elle recommande le lait de croissance entre 1 et 6 ans, donc avec l'apport de 300 millilitres par jour, il est suffisant. L'ANS également, et l'ESPGAN, la Société européenne de gastro-nutrition pédiatrique, donc il recommande en disant le lait de croissance peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie visant à augmenter l'apport en fer, en vitamine D et en acides gras essentiels. Le 0,7 mg dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est l'apport recommandé. Et vous voyez ici, pour répondre à ce besoin-là, donc comparativement, est-ce que vous avez un demi-litre de lait de croissance correspond à l'apport de 0,7, sinon 40 litres de lait de vache entier, 125 grammes de viande,
910 grammes, et ainsi de suite. Donc, c'est d'ailleurs ceux qui assistent à les présentations de Tonion présentent toujours cette façon pour convaincre que c'est très difficile de répondre aux besoins en fer chez le nourrisson. Donc, voilà si vous regardez ici, 0,7, 2 portions de lait de croissance, donc 2 prises par jour, c'est suffisant. Sinon, donc une portion avec une portion de viande, et ça devient très difficile. Qu'est-ce qu'on recommande? On dit que le lait de croissance doit être poursuivi jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'ingérer au moins 100 à 150 grammes de produits carnés par jour, c'est-à-dire bien au-delà de 3 ans. Ici, c'est des études qui ont été faites de comparaison pour conclure que l'intérêt de lait de croissance, elle est là, donc je passe rapidement, pour dire en conclusion que les besoins nutritionnels entre 1 et 3 ans sont encore spécifiques. Donc c'est une notion qu'il faut garder, c'est très important. Et il faut rappeler les enjeux importants pour le fer et la vitamine D, en plus des acides gras essentiels. Et pour assurer une couverture optimale de ces besoins-là, jusqu'à l'âge de 3 ans, donc le lait de croissance reste donc une alimentation optimale. Tout en disant que j'ai repris la conclusion de l'étude de la revue que je vous ai citée tout à l'heure, disent que des études sont nécessaires pour mieux souligner le rôle de lait de croissance sur la croissance et la santé de nourrissons de petits enfants et leurs effets possibles à long terme. Donc il y a la nécessité d'études comparatives et même des études pour voir quel type de lait choisir, parce que sur le marché, il y a plusieurs types de lait de croissance. Donc peut-être pour ces études-là, c'est pour avoir un choix personnalisé pour une future santé optimale. Et je vous remercie. Merci, M. Hida, pour cette excellente présentation sur les laits de suite, leur intérêt. Je pense qu'on va discuter à la fin de la séance, d'accord? Et j'ai l'énorme plaisir d'appeler Madame Marion Jordan, PhD, directrice en Health and Science Danone au centre de recherche Utrecht aux Pays-Bas. Alors, Madame Jordan va nous parler d'un sujet qui fait suite au précédent. Maintenir une bonne santé digestive, pourquoi et comment? À vous la parole, madame. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc en fait, la santé digestive, comme l'a expliqué aussi le professeur Hida, joue un rôle clé dans la santé globale de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre pour que l'enfant puisse bien profiter de la nourriture qui lui est donnée, avec une bonne absorption des aliments qui lui sont donnés. Ça va aussi pouvoir impacter donc, sur sa croissance et son développement. Ça va aussi pouvoir jouer sur l'humeur du bébé, puisqu'il y a aussi un lien entre ce qui se passe, un lien entre l'intestin et le cerveau, qu'on appelle le gut-brain axis. Ça va aussi jouer vis-à-vis de cette santé intestinale sur le confort digestif, les coliques, les constipations. Et bien sûr, tout ça s'influence les uns dans les autres. C'est pour ça qu'on parle d'un cercle vertueux. Et quand on parle de santé digestive, le microbiote intestinal joue en fait un rôle clé. Et c'est lui qui va participer à la santé digestive de l'hôte. Et il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait une corrélation positive entre avoir un microbiote sain, et avoir un microbiote sain, ça veut dire avoir une bonne diversité, peu de pathogènes, et beaucoup de bactéries bénéfiques. Et que ça pouvait avoir un impact sur le gain de poids, puisque ça permet une absorption maximum, et aussi sur un système immunitaire qui sera plus résistant. Et ça, je vais revenir dessus un peu plus en détail. Donc, les 1000 premiers jours sont très importants, une période cruciale pour l'établissement et la maturation du microbiote intestinal. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Au cours des 1000 premiers jours, le tractus gastro-intestinal il va connaître un développement et une croissance très rapide. Et ça va être aussi lié à la maturation du microbiote.
Donc en fait, dans la période prénatale, en fait, le microbiote est stérile. Il n'y a pas de bactéries du tout. Et c'est au moment de l'accouchement qu'il va y avoir, la maturation va commencer par cette première colonisation et inoculation des bactéries qui vont venir de la maman et de l'environnement. Et petit à petit, ces bactéries, avec beaucoup de phénomènes différents qui sont donc impactant la nutrition que reçoit le bébé, son patrimoine génétique déjà, va pouvoir jouer sur la diversité du microbiote et aussi sa qualité. Et si on prend un exemple, les bébés qui ne naissent pas à terme, donc les prématurés, ils vont avoir un développement du microbiote plus lent et il va y avoir une diversité moins importante des bactéries. Pareil pour les enfants qui naissent par césarienne, puisqu'ils ne bénéficient pas au moment de la naissance de l'inoculation des bactéries de la maman, ça va aussi avoir un développement plus lent et moins diversifié. Le problème, c'est que la mise en place de ce microbiote de 1 à 3 ans, c'est très important, c'est cette maturation. Après 3 ans, le microbiote est beaucoup plus stable. Donc cette première étape de la vie et de mise en place du microbiote peut avoir un impact aussi sur la stabilité et la santé du microbiote et de la santé digestive après. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de manière importante, vous voyez aussi les cellules immunitaires. Et en fait, il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre le microbiote et les cellules immunitaires. Ce qui fait que le microbiote va aussi jouer un rôle important dans l'éducation du système immunitaire et sa maturation. Donc si on regarde l'impact du microbiote intestinal, donc son équilibre, qui vient de sa diversité, de la qualité des bactéries et de leur fonctionnalité, va en fait assurer des fonctions clés. On a parlé du développement et de la maturation du système immunitaire. En fait, il y a beaucoup d'interactions qui se font et il y a une éducation qui se fait par le microbiote et les microbes présents de certaines cellules immunitaires. Il y a aussi une activité métabolique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, le microbiote a la capacité d'aller extraire plus d'énergie de l'alimentation parce qu'il a cette capacité de pouvoir fermenter les fibres qui sont normalement non digérées. Nous n'avons pas la capacité de digérer ces fibres. Mais le microbiote, lui, va pouvoir extraire de l'énergie et se servir aussi de ces fibres pour pouvoir produire des métabolites qui ont un rôle très important de la fonctionnalité, comme les acides gras à chaîne courte. Il y a une influence sur la communication intestin-cerveau, qui est encore avec beaucoup d'études à faire pour mieux la comprendre. Elle va jouer un rôle important en permettant une barrière par rapport à la colonisation des bactéries pathogènes, puisqu'il va y avoir sous 2 angles. D'abord, une compétition sur des sites d'ancrage qu'on a vus au niveau de la barrière en brosse, et aussi sur une compétition sur utiliser les nutriments essentiels. Donc plus on a de bactéries bénéfiques, plus elles vont se servir et moins il va y avoir de possibilités pour les bactéries pathogènes. Enfin, si on regarde plus certains nutriments clés, les bactéries, le microbiote a la capacité de synthétiser certaines vitamines comme la vitamine K et la vitamine B12 en excès par rapport à ses propres besoins. Donc ces vitamines qui vont être produites vont être utilisées par l'hôte et elles vont participer à l'équilibre nutritionnel. Et enfin, le microbiote joue un rôle clé sur un nutriment très important dans le développement dont a parlé le professeur Ida, qui est le fer. Donc, l'importance d'avoir un bon équilibre du microbiote, c'est aussi regarder ce qui se passe quand il n'y a pas ce bon équilibre. C'est quand il y a un déséquilibre du microbiote qu'on appelle une dysbiose, qui se caractérise par en fait une moindre diversité du microbiote, mais aussi une augmentation des bactéries pathogènes et une diminution des bactéries bénéfiques.
Et en fait, ça peut avoir une conséquence à long terme. Parce que comme on l'a dit, le microbiote, de par sa diversité, va aller aussi éduquer le système immunitaire. Donc, lorsqu'il n'y a pas eu cette éducation suffisante, ça peut aussi augmenter le risque. Il y a eu des associations qui ont été montrées entre une dysbiose du microbiote intestinal et certaines maladies qu'on peut observer chez les enfants comme l'allergie, l'asthme, mais on peut aussi continuer à les observer chez l'adulte. Et là aussi, on y voit aussi un lien avec l'obésité et le diabète. Donc comme je vous le disais, cette maturation du microbiote qui se fait pendant les premières années de la vie peut avoir aussi un impact à plus long terme sur la santé. Si on revient plus précisément sur le fer et sa régulation dans l'organisme, on pourrait se dire, comme pour la vitamine D, on va en donner, ça va avoir un impact direct sur le statut, c'est facile. En fait, le fer, c'est un oligo-élément complexe. Son absorption est complexe. Le fer que l'on ingère, en fait, seulement 10 à 25%, en fonction des formes qui sont ingérées, vont pouvoir être absorbés. Et le problème, c'est que le fer qui n'est pas absorbé, eh bien, les pathogènes l'aiment bien. Ça va même potentiellement pouvoir favoriser leur croissance. Ce qui fait que le fer non absorbé peut avoir un impact sur le déséquilibrer un peu la flore intestinale. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies qui améliorent l'absorption du fer pour diminuer son effet délétère au niveau du côlon, mais aussi en parallèle des stratégies qui peuvent protéger la santé du microbiote, donc rétablir cette balance et protéger les bactéries bénéfiques. Donc, quelle solution nutritionnelle pour pouvoir protéger ce microbiote et potentiellement améliorer l'absorption du fer? Si on regarde les composants du lait maternel, il y a des lipides, des glucides, des protéines, vitamines et minéraux, mais il y a aussi, très important, des oligosaccharides prébiotiques. Qu'est-ce qu'on entend par prébiotique? Quand on parle d'un prébiotique, ça veut dire que ça peut être utilisé par les bactéries de l'hôte, donc par le microbiote, et que ça va donner un effet bénéfique sur la santé. C'est uniquement quand ça a été démontré qu'on peut utiliser le terme prébiotique. Par exemple, toutes les fibres ne sont pas des prébiotiques. Mais les oligosaccharides du lait maternel ont des capacités prébiotiques, donc jouent un rôle aussi sur la maturation et la bonne santé du microbiote. Évidemment, les laits infantiles vont aller essayer de s'inspirer au maximum du lait maternel et de pouvoir retranscrire certains de ses bénéfices. Lorsqu'on regarde les prébiotiques GOS et FOS, et GOS ça veut dire galacto-oligosaccharides à chaîne courte, FOS ce sont des fructo-oligosaccharides à chaîne longue, on les a utilisés pour pouvoir imiter la quantité, la diversité, donc avec des fonctions différentes, et la fonctionnalité des oligosaccharides du lait maternel. Et le mélange qui a été le plus étudié, c'est donc celui des GOS à chaîne courte et des FOS à chaîne longue, avec un ratio de 90% de GOS à chaîne courte et 10% de FOS à chaîne longue. Donc, plus de 20 ans de recherche derrière ces prébiotiques GOS et FOS, plus de 40 études cliniques qui les ont étudiées, et là, un résumé des effets qui ont été démontrés. Et ces effets ont été démontrés avec des études cliniques randomisées, contrôlées. Donc contrôlées, ça voulait dire un lait infantile qui ne contenait pas de galacto-oligosaccharides ou de fructo-oligosaccharides. Et en fait, on s'est aperçu que chez des nourrissons nés à terme, l'addition de GOS à un lait infantile permettait de stimuler la production des bactéries bénéfiques, puisqu'elle va leur servir de nourriture, de substrat énergétique,
Et ça va aussi permettre que ces bactéries bénéfiques, en s'en servant, puissent produire des métaboliques qui, eux, ont aussi une fonction positive, comme les acides gras à chaîne courte. Puisque ça va aussi permettre la prolifération des bactéries bénéfiques, ça va aussi avoir un impact sur les bactéries pathogènes et potentiellement les diminuer, puisqu'il y a cette compétition entre les deux. Et ça donne en fait un microbiote qui se rapproche de celui du bébé allaité. Ça va aussi avoir un impact sur la consistance et la fréquence des selles, en les rendant des selles plus molles et qui se rapprochent plus de celles des bébés allaités. Et ça a été aussi démontré dans des études contrôlées randomisées par rapport à un lait qui ne contenait pas de gosphos. Ça peut améliorer l'absorption du fer. Pourquoi? D'abord parce que ça va avoir un effet direct, ça va augmenter le nombre de récepteurs du fer au niveau de l'intestin. Deuxièmement, c'est par leur action prébiotique qu'elles vont pouvoir avoir un impact sur l'absorption du fer. Par leur effet prébiotique, elles vont permettre donc la prolifération des bactéries bénéfiques, ce qui va avoir un impact sur le pH, qui va être plus favorable à l'absorption du fer. Ça va aussi permettre de réduire le fer et donc d'augmenter sa biodisponibilité. Donc un fer qui, si le microbiote n'est pas suffisamment sain, va être peut-être moins bien absorbé. S'il est en meilleure forme, ça va augmenter sa biodisponibilité. Et enfin, les gosphos ont aussi un rôle sur la diminution du risque des infections. Une étude qui a été faite chez plus de 300 nourrissons nés à terme sur un suivi de 12 mois, avec une comparaison un lait infantile sans gosphos et un lait infantile avec gosphos, a permis de mettre en avant une diminution de plus de 50% des gastro-entérites aigus et a montré une tendance à l'amélioration aussi des infections respiratoires. Et lorsqu'on regarde aussi l'impact des gosphos sur les infections, et on peut aussi se poser la question de la comparaison par rapport au lait de vache, il y a aussi une étude qui a permis de montrer qu'un lait enrichi en gosphos et en acides gras essentiels diminuait le risque d'infection par rapport à des enfants qui recevaient du lait de vache entier. Donc, certains messages clés. Une bonne santé digestive est absolument essentielle pour maintenir la santé globale et le bien-être des jeunes enfants. Un microbiote intestinal sain, équilibré, donc avec une grande diversité de microbes, est crucial pour assurer ses fonctions clés. Et un déséquilibre dans les premières années de la vie peut avoir des conséquences à moyen et à long terme. Parce que cette maturation du microbiote, on parle de... Vous savez, dans notre microbiote, on a 100 milliards de microbes et plus de 300 espèces différentes. Donc, il faut pouvoir les coloniser et les amener. Et l'intérêt du mélange prébiotique, les galacto-oligosaccharides à chaîne courte et les fructo-oligosaccharides à chaîne longue, avec un ratio 90-10%, a montré son bénéfice sur la composition du microbiote en favorisant les bifidobactéries, sur l'absorption du fer, en permettant une augmentation de sa biodisponibilité, sur la réduction du risque des infections, et tout ça scientifiquement prouvé par des études de comparaison. Donc les laits infantiles, dont le lait de croissance enrichi en prébiotiques comme avec des gosphos, ça peut représenter une stratégie nutritionnelle efficace en alternative au lait maternel pour préserver la santé digestive et pour pouvoir contribuer à prévenir la carence en fer et à soutenir l'immunité des jeunes enfants. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Jordan, pour cet excellent exposé. Je profite d'avoir le micro d'abord pour remercier le président, notre très cher ami, professeur Hida, pour la qualité de ce congrès, qui est toujours joyeux par la présence d'un comité d'accueil incroyablement convivial et
d'un programme scientifique toujours très riche et très intéressant. Je tiens à te féliciter avant la fin de ce congrès parce que c'est un congrès qui a réussi, qui a donné toutes les promesses et on est toujours heureux d'être ici à Fès. Et je profite aussi du micro pour poser une question qui paraît un peu bizarre, mais en disant que les laits de croissance sont déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur le marché et qu'on a toujours cette question. Et qu'à la rigueur, pourquoi on n'a pas cette réponse? Une réponse scientifique, prouvée. Et on est toujours dans, il faudra encore faire des études, il faudra encore faire des études. C'est une question. Oui, effectivement, c'est la problématique que j'ai trouvée d'ailleurs pour recueillir un petit peu les recommandations de différentes sociétés, à part la Société française de pédiatrie et l'ISPGAN, mais les autres sociétés, donc elles n'étaient pas très claires. Il y a quand même, ou peut-être ça s'explique, d'ailleurs, c'est dans l'article de la société espagnole. Il relate ça peut-être à la diversité des laits de croissance sur le marché. D'ailleurs, Jordan, il a très bien expliqué, d'après les travaux de Moreau et surtout de Paganini, qui ont démontré l'intérêt des probiotiques dans l'optimisation de l'absorption de fer. Donc on le sait maintenant que la carence martiale entraîne une dysbiose et l'apport de fer administré sous forme de médicaments, lui aussi, donc il entraîne une dysbiose. Donc on est dans un dilemme. Et les travaux de Paganini, donc ils ont démontré que l'apport des gosses, il optimise l'absorption. Donc de diminuer les apports tout en améliorant l'absorption. Donc c'est des études bien un petit peu anciennes, de 2016-2017. Donc ça vient répondre un petit peu à cette question. Juste sur le terrain, je ne sais pas, donc il faut que les pédiatres doivent oser en parler. Peut-être c'est le prix de ces produits, peut-être. Donc voilà, je n'ai pas une réponse assez claire. Monsieur Sqali. Le micro. Merci Monsieur Hida pour votre belle présentation. J'avoue que vous m'avez un petit peu perturbé, notamment la dernière diapositive où vous dites qu'il faut effectivement encore des études pour pouvoir confirmer que. Alors qu'en tant que pédiatre, j'avais l'impression, enfin c'est ce que je fais et beaucoup de confrères le font, c'est qu'on conseille de manière assez franche le lait de croissance. Deuxième réflexion, je pense que nous les pédiatres de ville, on ne fait pas assez de promotion pour le lait maternel, notamment entre 1 et 2 ans. Avant 1 an, on le fait, et c'est bien, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais peut-être qu'on oublie de demander aux mamans de continuer à allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire encore du pressing et demander aux mamans d'aller jusqu'à 2 ans? Pour l'allaitement? Pour l'allaitement maternel. Pour la première remarque concernant la conclusion que j'ai mise, c'est une conclusion que mettent les chercheurs dans tous les travaux, comme vous le savez. Ça, pour laisser un petit peu la porte ouverte, et ça peut entrer dans le cadre de la modestie scientifique. Donc il faut que la recherche continue. Donc c'est très important. Et pour l'allaitement maternel, c'est question de volonté. C'est vrai, donc l'OMS, donc il faut le recommander. Mais à partir d'un certain moment, donc au-delà de ces mots, il n'est pas suffisant. Donc c'est l'intérêt de la diversification et voilà, des solutions qu'on propose actuellement pour au-delà de 1 an, c'est les préparations adaptées. Madame Haj Khalifa, vous avez la parole. Monsieur Ben Hussein. C'est une question que je voudrais poser au professeur Hida. Oui. Donc vous avez dit pour le lait de croissance donc, de 1 à 3 ans. Au-delà de 1 an. Il y a certains nutritionnistes qui disent qu'on peut aller même jusqu'à 5-7 ans. Oui. Est-ce que vous êtes pour le généraliser comme ces gens-là ou vous voulez d'abord, après 3 ans, cibler les gens qui manquent de fer ou les gens qui manquent de D3 C'est après que vous dites, voilà, il faut prendre ça. Oui, c'est une bonne remarque parce que, vu les spécificités particulières des besoins nutritionnels, la période de 1 à 3 ans, donc c'est fortement recommandé. Au-delà, c'est ciblé. Et d'ailleurs, on peut le recommander même sous forme de poudre
pour les petits mangeurs, donc comme une sorte de fortification de l'alimentation. On le laisse sous l'alimentation habituelle et on peut ajouter des cuillerées de lait de vache sous forme de poudre mélangée soit avec une soupe, etc. Donc au-delà, d'ailleurs la Société française de pédiatrie le recommande jusqu'à 5-6 ans, mais au-delà de 3 ans, ça reste, comme vous l'avez dit, pour peut-être les petits mangeurs, les petits hypotrophes essentiels comme ça, donc voilà. Je peux. Madame Haj Khalifa. Oui, Madame Haj. Je voudrais juste d'abord demander des éclaircissements. C'est moi qui te demande des éclaircissements. D'abord, le lait de croissance, c'est une chose. Le lait de croissance, c'est une chose. Mais on entend parler de lait de confort, un lait de confort. Comment le lait de croissance, qui est apporté par le laboratoire, il est stocké dans les pharmacies. Il y a que je parle avec vous, il y a que ces pharmacies. Il y a des laits de croissance qui portent d'autres noms et qui sont apportés par un élément de transport. Mais oui, il faut comme savoir ce qui existe dans le marché. Si je comprends bien, le lait de croissance, il a son intérêt, il apporte un certain nombre de choses qui permettent une meilleure absorption, qui permettent d'améliorer le microbiote, parce que même quand on a une anémie où là on veut apporter du fer, ce fer lui-même peut présenter quelques complications au niveau de l'intestin. Et le fait de se poser des questions, M. Bahmouch a posé la question, M. Sqali en disant pourquoi on continue à se poser la question. L'intervention du laboratoire Blédina aujourd'hui, elle est faite donc quoi? C'est pour expliquer aux pédiatres, faire la promotion, mais en même temps expliquer aux pédiatres la bonne prescription de Blédina. Donc c'est pour nous-mêmes une mise à jour de savoir, pour ceux qui ont adopté cette prescription, ils vont dire bon voilà, c'est bien, j'ai fait. Les pédiatres qui ne l'ont pas encore fait vont dire oui, il y a probablement intérêt à l'enfant pour avoir cette prescription, et ainsi de suite. Voilà, domaine des interventions. C'est un commentaire plus qu'une question qu'à Mme Haj Khalifa. Oui, exactement. Merci, madame. Une question, c'est Hamdouche. Micro à droite. C'est Aziz, un tel micro. C'est Hamdouche. Dans la pratique, la prescription du fer, et pratiquement tous les pédiatres sont très sensibles à ce problème. La vitamine D, non. En France et au Maroc, je suis étonné et je me suis toujours posé la question pourquoi on l'oublie. Alors qu'il y a des recommandations. La dernière, on était ensemble dans le congrès où il y a eu des recommandations de 100 000 chaque semestre. C'est la meilleure pour pouvoir prévenir la sensibilité exagérée à la vitamine D et la toxicité. Mais j'ai compris, je me suis demandé la question et je crois que la réponse est au niveau de la prescription journalière de gouttes. Aucune maman ne peut prescrire des gouttes journalières pendant des années et des années. Ça n'existe pas. Il faut revenir à la dose retard sans dépasser 100 000, comme ça a été dit, parce qu'il y a des sensibilités exagérées à la vitamine D et donc et prévenir les gens de la toxicité, qu'ils n'abusent pas de cette prescription, qu'ils soient sensibilisés. Je crois que c'est un oubli. Alors aux États-Unis, moi j'ai mes petits-enfants aux États-Unis, je vois le lait qu'ils prennent, ils ont trouvé la solution. Dans le lait qu'ils boivent, tous les laits sont supplémentés en vitamine D à une petite dose, 200 000 à 400 unités par litre. Journalière. Et donc je crois que c'est une parmi les solutions. Oui, merci pour ce rappel, parce que je n'ai pas voulu insister. Tout à l'heure, il y a toute une... dans la présentation du professeur Idrissi, les actualités thérapeutiques, il a bien rappelé les besoins en vitamine D et il a beaucoup insisté. Donc. Il y a des questions dans la salle? S'il vous plaît. Oui, par ici. Madame Soudan. Merci beaucoup. Merci, professeur Hida. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir parlé des oméga-3, parce que je crois qu'on n'en parle pas beaucoup. Les oméga-3 existent dans le lait maternel, mais au Maroc, on n'a pas beaucoup de sources d'oméga-3. La principale source d'oméga-3 au Maroc, c'est les sardines.
Et bon, heureusement, elles sont disponibles partout, mais tout le monde ne mange pas des sardines. Et puis, il y en a un petit peu dans les noix, il y en a un tout petit peu dans l'huile d'olive. Donc, je pense qu'il faut insister sur les apports d'oméga 3, et c'est pour ça que je crois qu'il faut insister sur l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans. Parce que le lait maternel apporte un apport suffisant en oméga 3 et que lors de la diversification, il faut peut-être insister sur la sardine. Bon, moi j'insiste sur la sardine parce que c'est la source d'oméga 3 la plus disponible au Maroc. Concernant le fer, c'est vrai, on voit beaucoup d'enfants carencés en fer. Mais ce sont des enfants qui boivent des quantités de lait phénoménales. C'est-à-dire que, bon là maintenant avec l'inflation, le prix du lait a augmenté, donc heureusement, on a moins de problèmes. Mais à un certain moment, c'était la maman remplit le biberon et c'est des bébés de 9 kg, 10 kg qui boivent jusqu'à 2 litres de lait par jour. C'est des enfants qui arrivent. Du lait de vache. Oui. Ah, le lait central, parce que c'est le plus facile, en fait, tout simplement. Donc, bon, le lait n'apportant pas suffisamment de fer, donc ils sont carencés en fer. Et je me demande si, en plus, il n'y a pas des mycotoxines dans ce lait, parce que les vaches marocaines ne sont pas nourries dans les grasses. Le green grass ne mange pas les herbes grasses, donc les vaches marocaines sont dans des étables et mangent tout de l'alimentation achetée. Donc on a un risque de mycotoxine. Il y a des mycotoxines dans le lait, mais on estime que le taux n'est pas très important par rapport à la quantité qu'on prend. Mais quand on rapporte cette quantité au poids de l'enfant, moi je pense que la quantité est extrêmement importante. Donc je pense qu'il y a un gros problème dans la consommation du lait. Et puis, il y a aussi un problème dans la consommation de la viande. Très souvent, on rajoute avec la viande, il y a une compétition entre le calcium et le fer. Et très souvent, on donne la viande avec un peu de fromage, la viande, et on rajoute du lait après. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'en fait, que même s'ils prennent un apport carné suffisant, ils n'ont pas assez de fer. Donc moi, je crois qu'il faut insister sur le fait que le lait, c'est bien, mais pas à des quantités phénoménales. Vous l'avez bien dit d'ailleurs, oui. 500 millilitres. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de donner plus. Et je crois qu'il faut insister parce que les gens ne se rendent pas du tout compte. Pour eux, plus ils prennent de lait, mieux c'est. Et insister sur le fait que l'apport en fer, l'apport en viande, en poisson ou en œuf ne doit pas être accompagné de produits lactés pour permettre une meilleure absorption du fer. Et que cet apport en viande, comme on a l'habitude de faire, doit être accompagné de vitamine C et de fibres, enfin de légumes et de fruits. Très bien, merci. Merci, docteur Missouda. Donc, question pratique, docteur. Il y a des produits en poudre, il y a des produits liquides au Maroc de lait de croissance. Alors, je ne vais pas répondre. Le lait de croissance. Si c'est réglementé, oui. Dernière question, professeur Taher. Ah oui, il n'a pas parlé. Pour Madame Jordan, justement, par rapport au... Peut-on finalement parler d'un rôle préventif des prébiotiques, probiotiques vis-à-vis de l'allergie en particulier? Je sais qu'il y a des laits, des hydrolysables, notamment de lait de vache, qui sont supplémentés en LGG et qui pourraient peut-être accélérer l'acquisition de la tolérance chez l'enfant. Et donc, indirectement, il y a un effet curatif, on va dire, de l'allergie. Est-ce que vous êtes quand même dans un centre de recherche? Est-ce que vous êtes quand même convaincu du rôle des pré-probiotiques pour la prévention, peut-être même accélérer l'acquisition de la tolérance d'allergie alimentaire en général? Absolument, et j'irai même un peu plus loin. On a regardé aussi l'effet de la synergie entre certains probiotiques et les prébiotiques dont j'ai parlé, les GOS et les FOS, pour justement permettre que on puisse, au moment où on donne le probiotique qui va permettre justement cette rééducation du système immunitaire, on donne aussi son alimentation, les prébiotiques, ce qui permet d'avoir un impact plus important. Et certaines des solutions qui sont disponibles s'appuient sur cette symbiose entre les prébiotiques et les probiotiques, absolument.
Donc, merci pour tout le monde et merci au professeur Hida, Madame Jourdan pour les excellentes présentations. Et donc, on va céder la parole, la place à la séance suivante. Oui, on n'a pas oublié les orateurs, les trophées des orateurs, donc ils ont... Très bien, les trophées. Avec les... Oui, quel privilège. La vaccination, c'est très important pour l'enfant.